Salut l'équipe! Aujourd'hui, on débriefe Good Fortune, le film qui nous prouve que les anges sont aussi mal organisés que l'équipe de production d'un télécrochet. Accrochez-vous car on commence par un ange en pleine crise existentielle, Gabriel, interprété par John Wick. Partie 1, le stagiaire céleste. Notre Gabriel est le genre de fonctionnaire céleste qu'on refile aux tâches ingrates. Sa spécialité? Empêcher les accidents de voiture causés par le texting and driving. Oui, il sauve littéralement les gens des conséquences de leur propre stupidité numérique. Une vocation glamour, n'est-ce pas? On le sent frustré, le pauvre. Il rêve de sauver des âmes perdues de la grande théologie. Mais non, il est cantonné à surveiller si les ados n'envoient pas un selfie tout en changeant de voie sur l'autoroute. Dans ce temps, sur Terre, nous avons Arj Aziz Ansari, notre héros, ou plutôt notre anti-héros. Arj est la parfaite illustration du fait que la motivation ne paie pas les factures. Il est le soldat sacrifié de la gig economy, jonglant avec 3 boulots mal payés et dont la résidence principale est l'arrière de sa voiture. Il est tellement épuisé qu'il a probablement oublié à quoi ressemble un lit. Sa vie est une boucle infinie de commandes, de tacos froids et de soupirs profonds. Et devinez qui est obsédé par la misère de cet homme? Notre ange stagiaire, Gabriel. Il voit Arj et se dit « Tiens, un bon cas d'étude pour ma promotion. Un ange qui s'ennuie, un humain qui rame. L'équation parfaite pour un désastre cosmique. » Partie 2. La rencontre des extrêmes. La machine à comparer les classes sociales se met en route. Arj, qui survit grâce à son application de livraison, probablement une start-up que Jeff a financée et qui paie 3 cacahuètes ses employés, se retrouve face à l'incarnation même de l'opulence décontractée. Jeff, Seth Rogen, le capital risqueur qui dépense en un matin ce qu'Arj gagne en 6 mois. Jeff, c'est le stéréotype du tech bro. Millionnaire, il porte des sweats à capuche plus chers que le loyer annuel d'Arj, parle de disruption et de optimisation en mâchant du quinoa biologique. Il est tellement déconnecté qu'il pense que méditer dans sa piscine à débordement est un travail difficile. Arj est engagé comme son assistant pour une semaine. Imaginez le choc culturel. Arj doit gérer l'agenda de Jeff, qui doit probablement consister à choisir entre son cours de yoga aérien ou son bain de glace à 5 heures du matin. Arj, lui, est habitué à gérer son propre agenda. Survivre, c'est le classique upstairs, downstairs, ou il upstairs. Possède 5 étages et un ascenseur privé. Jeff lui montre sa maison, qui est plus grande qu'un centre commercial. Il a un club disco au sous-sol. Qui a un club disco au sous-sol? Sérieusement, ce niveau de richesse est une insulte à la parcimonie. Bien sûr, Jeff trouve Arj fascinant dans sa pauvreté. C'est l'exotisme de la galère pour lui. Il le traite avec une condescendance bienveillante, ce qui est ici le pire type de condescendance. Il donne des conseils de vie inutiles, style « Tu devrais juste trouver ta passion, mec !» Facile à dire quand ta passion est d'ouvrir ton portefeuille et de regarder les billets se multiplier tout seul. Arj, de son côté, est un mélange de dégoût et d'émerveillement. Il observe ce mode de vie comme un archéologue étudiant une civilisation disparue, celle où les problèmes sont résolus par un simple virement bancaire. C'est à ce moment-là qu'Arj doit se demander « Est-ce que j'ai l'air assez misérable pour qu'il me donne un chèque de charité ?» C'est le début d'une semaine qui va prouver que Jeff est une bulle de savon et qu'Arj est la punaise qui va la percer. Partie 3. Le scandale de la carte bleue et le rendez-vous. Malheureux, la romance entre les classes sociales s'amorce. Arj fait la connaissance d'Elena, Keke Palmer. Elena est formidable. Elle est bosseuse, elle est terre à terre, et elle se bat pour la syndicalisation dans son magasin de bricolage. Elle est le seul personnage qui a réellement une éthique de travail et un sens de la communauté. Naturellement, Arj, qui est en mode survie, ne comprend pas trop le concept de se battre pour ses droits. Quand il est déjà en train de se battre pour une place de parking pour dormir, Arj, voulant l'impressionner, lui propose un rencard. Et là, Jeff, dans son infinie sagesse de personne qui n'a jamais vérifié un prix, lui recommande un restaurant prétendument abordable. On connaît le refrain. Pour Jeff, abordable, c'est peut-être le plat du jour à 80 $. Arj arrive, regarde le menu et voit que le prix de l'entrée est l'équivalent de 2 jours de travail. La panique est totale. Il ne peut pas se retirer. Il veut impressionner Elena. C'est la pression sociale au niveau maximum. La tentation est trop forte. Il sort la carte de crédit de l'entreprise de Jeff, celle qu'il est censé utiliser uniquement pour acheter du kombucha haut de gamme et des gadgets inutiles pour le bureau. Bip, transaction acceptée. Un moment de pure adrénaline et d'insouciance.
Ce n'est pas du vol, c'est de la redistribution temporaire des richesses. Évidemment, Jeff découvre le pot aux roses. Le capitaliste a beau prêcher l'amour de l'humanité, il n'aime pas que son portefeuille personnel soit disrupté par un assistant. Arge est viré, bien sûr, mais ce n'est pas le pire. Lors d'une conversation, Arge fait une bourde monumentale en minimisant le travail d'Elena sur le syndicat. Elle, qui a des valeurs, ne peut pas supporter ce manque d'empathie, même s'il n'est qu'épuisé et concentré sur lui-même. C'est la double peine pour Arge, viré par l'ultra-riche, largué par l'ouvrière. Retour à la voiture. À ce moment, Gabriel, notre ange malingre, se dit « Mission ratée. L'heure de l'intervention divine est arrivée. » C'est là que les choses deviennent vraiment embarrassantes pour le ciel. Partie 4. La crise existentielle de l'ange. Poursuivons notre aventure avec Gabriel, qui observe Arge retomber plus bas que terre. Notre Keanu avec des ailes, enfin, des petites ailes, parce qu'il n'est pas assez gradé pour les grandes, décide d'en faire une affaire personnelle. C'est son side project, Céleste. Il se dit « Il faut que je le sauve de la dépression avant qu'il ne se mette à regarder des vidéos de développement personnel sur YouTube. » Gabriel, dans un moment de pure arrogance angélique, se révèle à Arge. On imagine la scène. Arge est en train de manger des nouilles instantanées froides dans sa voiture et voit soudain Keanu Reeves en toge qui flotte. Arge doit se demander s'il a juste besoin de dormir, ou si les vapeurs d'essence ont finalement eu raison de lui. L'ange essaie d'être inspirant. Il déclame des phrases toutes faites, pleines de lumière et d'espoir. Il lui dit « La vie a un sens, mon ami. Tu as un potentiel immense. » Des clichés qu'on entendrait dans un mauvais séminaire de motivation. Je suis un ange. Hein? Tu vois, j'ai des ailes. Gabriel est un ange de bas niveau, mais il se prend pour le messie du coaching de vie. Il s'obstine à croire que l'argent n'est pas le problème, mais le manque de perspective spirituelle. Sa patronne, Martha, Sandra Oh, une ange de haut rang, le surveille avec l'œil de celle qui a vu 1000 interventions divines foirées. Elle lui a dit de rester simple, arrête les accidents de texto. Mais Gabriel veut plus. Il veut prouver qu'il est un ange qui compte, un soul saver, de l'élite. Il est dans la phase où il rejette l'autorité et pense qu'il sait mieux que tout le monde comment les humains doivent mener leur vie. C'est la crise de la trentaine cosmique, le désir de faire des choses importantes en étant totalement incompétent pour les réaliser. Arge, lui, écoute tout ça avec l'air d'un homme qui a juste besoin de 100 $ et d'une douche. Mais Gabriel a une idée brillante, pense-t-il. Lui montrer ce qu'il attend s'il ne change rien. L'horreur va commencer. Partie 5. La vision cauchemardesque. Gabriel décide que la meilleure façon d'inspirer un homme au fond du trou, c'est de lui montrer qu'il peut tomber encore plus bas. C'est la tactique du « pire est à venir, sois reconnaissant pour le présent ». Un plan génial. Gabriel projette devant Arge le film de son futur immédiat. Et ce n'est pas joli. La vision commence. Arge a un nouveau job, encore plus terrible, dans un entrepôt géant. On le voit, exténué, essayant de se cacher pour uriner dans une bouteille. C'est ça l'avenir? L'humiliation au travail? Arge est consterné. Ensuite, la scène familiale. Il est marié, peut-être heureux, mais il est obligé de vivre chez sa belle famille parce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer un loyer. C'est la preuve que l'amour ne paie pas le dépôt de garantie. Le coup de grâce, c'est l'histoire de son animal de compagnie. Un petit chien mignon qui tombe malade. Arge est face à la note du vétérinaire et il n'a pas l'argent pour le soigner. C'est la misère qui s'attaque aux innocents. Gabriel s'attend à ce qu'Arge tombe à genoux, reconnaissant, et s'écrie « Merci, Gabriel, d'avoir ouvert mes yeux. Je me bats maintenant. » Mais Arge n'est pas un personnage de film inspirant. Il regarde la vision et conclut logiquement « Ma vie va être pourrie et le seul vrai problème que j'ai, c'est l'argent. » Le message de Gabriel est inversé. L'ange a involontairement prouvé que la misère, le manque d'accès aux soins et l'épuisement sont des problèmes purement matériels. L'espoir spirituel, ça ne paye pas le vétérinaire. Gabriel est désemparé. Sa grande démonstration n'a fait que renforcer la conviction d'Arge que le seul salut est la richesse. C'est le moment où Gabriel, dans son désespoir, prend la décision la plus stupide et la plus arrogante de sa carrière angélique. Il va prouver à Arge que Jeff n'est pas plus heureux. Il va échanger leur vie. Parce que bien sûr, le meilleur moyen de réparer un problème, c'est de créer un chaos interdimensionnel. Partie 6. Le grand swap-leur est venu pour Gabriel de brandir sa baguette magique céleste, qui ressemble surtout à un coup de chance mal dirigé. Zwip! Le grand échange a lieu. Arge se réveille dans le corps de Jeff,
probablement dans un lit à mémoire de forme qui coûte le prix de sa voiture. Jeff, lui, se retrouve dans le corps d'Arj, avec le sac de couchage et l'odeur de nourriture de fast-food incrustée. La réaction initiale est un chef-d'œuvre de comédie. Arj, dans le corps du capitaliste, doit d'abord gérer l'étonnement de découvrir qu'il est incroyablement riche. Il doit se regarder dans le miroir et se dire « Waouh, j'ai l'air vraiment épanoui ». Il découvre le club disco privé. Il découvre le compte en banque sans fond. Il découvre le fait qu'il ne doit plus s'inquiéter de l'essence. C'est un Noël permanent. Il n'y a pas de crise existentielle. Il n'y a que le bonheur du luxe. Il se demande pourquoi il devrait jamais vouloir revenir à sa vie d'avant. Jeff, de son côté, est en panique totale. Le millionnaire qui ne fait la cuisine que pour poster des photos sur Instagram se retrouve à devoir comprendre comment fonctionne un four à micro-ondes. Il réalise que sa montre à 250 000 $ ne l'aide pas à trouver un logement. Il doit affronter la réalité brutale des petits boulots, le mépris, les longues heures, l'absence de dignité. C'est un choc pour lui, le gars qui pensait que l'argent était juste une note en bas de page. Il découvre que l'argent est l'encre même qui écrit la vie. Jeff est furieux, confus et probablement mal rasé. C'est le début de son initiation forcée au socialisme. Gabriel s'attendait à ce qu'ils échangent leur place, qu'ils souffrent tous deux et qu'ils réalisent que la vraie richesse est l'amitié. Au lieu de cela, Arj est en train de se commander un jacuzzi et Jeff est en train de chercher le meilleur prix pour des canettes de haricots. Partie 7. Le goût de la richesse et la chute. Céleste. La mission de Gabriel est maintenant un échec monumental. Arj ne veut absolument pas échanger sa vie de retour. Il est devenu le Jeff qu'il était censé détester. Il a troqué la galère pour les tracas de choisir son yacht. Gabriel, qui était censé démontrer que l'argent ne fait pas le bonheur, doit maintenant accepter que l'argent enlève le malheur. Ce qui est une nuance importante. Pendant qu'Arj s'éclate, Gabriel est convoqué par Martha, sa supérieure, l'ange qui a des ailes de la bonne taille. Martha est exaspérée. Elle n'est pas là pour les leçons de morale bâclées. Elle est là pour la paperasse céleste. Elle révoque les ailes de Gabriel. Zap! Keanu redevient un simple mortel. C'est la fin du service public pour lui. Il se retrouve nu, ou presque, sur Terre, sans aucune compétence humaine utile, à part peut-être savoir comment éviter de texter en conduisant, ce qui n'est même pas si utile vu ce qui va suivre. Gabriel se retrouve aéré, perdu. Il découvre que l'immunité angélique contre la faim et le froid a disparu. Il doit faire face aux problèmes de son propre plan. Il devient littéralement un homme ordinaire. Ironiquement, il est maintenant au même niveau social que Jeff, qui est patché à maintenant large involontaire. Les deux galériens doivent en faire équipe. Un ancien ange et un ex-millionnaire. C'est la colocation la plus étrange de l'histoire du cinéma. Ils dorment dans la voiture. Jeff essaie de donner des conseils d'affaires basés sur sa vie antérieure, qui ne s'appliquent pas à la recherche de monnaie dans les coussins de siège. Gabriel, quant à lui, essaie d'expliquer comment l'univers fonctionne, mais il ne peut même plus faire apparaître une canette de soda. Le chaos qu'il a créé devient sa propre punition. Partie 8. La vie humaine. Galère et colocation improbables. Nous voici dans la phase de rééducation par la misère. Gabriel, l'ancien ange gardien, doit maintenant trouver un travail. Pas de chance, le ciel ne propose pas de référence. Il décroche un poste de plongeur. Imaginez Keanu Reeves, les mains dans l'eau sale, se plaignant du manque de dignité du travail manuel. Le contraste est délicieux. Gabriel découvre que le salaire minimum est une blague cruelle et que les collègues de travail ne sont pas des séraphins coopératifs. Il est frustré. Il comprend à quel point il est difficile de se faire une vie quand on part de zéro. Il avait toujours considéré les humains avec un détachement angélique. Maintenant, il ressent la piqûre de la survie quotidienne. Pendant ce temps, Jeff, dans le corps d'Arj, est tout aussi inadapté. Le type qui avait des employés pour lui apporter de l'eau alcaline doit maintenant postuler pour des emplois de service. Il découvre la bureaucratie, le mépris des managers et le cycle infernal du manque d'argent. Ils sont colocataires forcés de la galère, dormant à l'arrière d'une voiture, se chamaillant pour la dernière miette de pain moisi. Jeff, l'investisseur qui pariait sur l'avenir, est maintenant obsédé par le présent. Il commence à comprendre la rage et la frustration d'Arj. Il y a une certaine poésie dans le fait qu'il faille un ange raté et un échange de corps pour qu'un millionnaire réalise que les gens pauvres ne sont pas pauvres par choix. La dynamique entre les deux est hilarante. Jeff essaie d'appliquer ses compétences de PDG au monde des petits boulots. On devrait optimiser la livraison de pizza en utilisant un algorithme prédictif, dit-il tout en distribuant des prospectus sous la pluie. Gabriel, lui, ne cesse de soupirer sur la difficulté d'être un humain. Il marmonne
Être humain est tellement plus dur que sauver des humains. C'est la réalisation la plus profonde et la plus sarcastique du film. Leur seul but est maintenant de trouver une raison pour qu'Arj accepte de rééchanger les vies. Partie 9. Le drame de la réconciliation et le coma pendant que Gabriel et Jeff vivent d'autres leur cauchemar de survie. Arj, toujours dans la peau de Jeff, essaie de réparer sa relation avec Elena. C'est un moment délicat, car il se sent coupable d'avoir dénigré son travail de syndicaliste avant le swap. Il est riche maintenant, il peut se permettre d'être idéaliste. C'est facile de soutenir les travailleurs quand on est un faux PDG qui a un club disco au sous-sol. Il se rend compte qu'il a vraiment besoin d'elle. Il doit la recontacter. Dans une tentative désespérée de la reconquérir, il commet l'irréparable. Il prend son téléphone. Et il envoie un SMS en conduisant. Stupide, stupide, stupide! L'ironie est si épaisse qu'on pourrait la couper au couteau. L'ange qui était censé prévenir les accidents de texto a complètement échoué à influencer le destin d'Arj, au point où Arj lui-même se met en danger. Crash! Arj, dans le corps de Jeff, est victime d'un accident et tombe dans le coma. Le karma frappe fort. Le corps du millionnaire est maintenant dans un lit d'hôpital, inconscient. Le chaos atteint son apogée. Gabriel et Jeff apprennent la nouvelle et c'est la panique. Ils ne peuvent plus échanger, car le corps est endommagé, ou du moins, la conscience est indisponible. C'est l'ultime humiliation pour Gabriel. Il a causé la misère de Jeff, transformé Arj en un accident de voiture ambulant et perdu ses ailes. Il est le pire ange gardien de l'histoire du paradis. Pour Jeff, c'est l'horreur. Il réalise qu'il est coincé. Il ne peut pas reprendre son corps, son argent, sa vie. Il doit faire face à l'incertitude de la vie précaire. Et en plus, il est le seul à se souvenir de ce qui s'est réellement passé. Cet événement était le catalyseur de la prise de conscience. C'est le moment où il cesse de se plaindre et commence à agir, car il a tout perdu. Partie 10. La rédemption inattendue et la leçon non sollicitée. Le film touche à sa fin, mais pas de la manière attendue. Arj se réveille finalement du coma. Gabriel et Jeff, épuisés par leur aventure dans la misère, s'attendent à ce qu'Arj soit reconnaissant de leur intervention et accepte l'échange inverse. Mais non, Arj a goûté à l'argent et il aime ça. Il feint l'amnésie. C'est la ruse ultime. Il veut rester Jeff, le riche. Il a compris la vraie leçon. L'argent, c'est le pouvoir, et il n'est pas prêt à le rendre. C'est une fin cynique et géniale pour le personnage. Cependant, l'expérience n'a pas été sans effet. Jeff, le vrai Jeff, celui qui a fait la plonge et dormi dans la voiture, est un homme transformé. Il paye les frais de fourrière d'Arj, une petite touche de gentillesse qui montre son évolution. Surtout, il revient dans le monde des affaires, mais avec une nouvelle éthique. Lors d'une réunion avec le conseil d'administration de l'une de ses applications de livraison, il monte au créneau. Il exige des changements radicaux, augmentation des salaires, avantages sociaux, meilleur traitement pour les gig workers. Il parle avec l'autorité d'un homme qui a été de l'autre côté. C'est la vraie victoire de l'ange. La misère n'a pas rendu Arj humble, mais elle a transformé Jeff en un capitaliste éthique, ou du moins légèrement moins égoïste. Gabriel. Il est maintenant un humain, coincé, mais il a réussi d'une manière incroyablement tortueuse à influencer positivement l'humanité. Martha doit être en train de se taper la tête au paradis. La conclusion est donc que pour améliorer le sort des travailleurs, il faut qu'un ange se plante et qu'un riche perde tout. Moralité, l'argent résout vos problèmes, mais si vous êtes trop riche, vous pourriez avoir besoin d'un sans-abri céleste pour vous remettre les idées en place.